Bonjour la famille, avec Madési. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. La matinée commença comme toutes les autres chez Clifford & Co, élégante et précise, avec un froid vif dans l'air. Smith Clifford, le PDG notoirement discipliné, entra dans l'imposant bâtiment de verre avec sa résolution calme habituelle. Connu pour son détachement glacial et son obsession de l'ordre, il n'était pas homme aux surprises, surtout en matière de personnel. Aussi, lorsque son assistante de direction, Betty, mentionna prudemment que le conseil d'administration avait engagé un consultant externe sans son approbation finale, il haussa un sourcil mais ne dit rien. Qui, demanda-t-il en parcourant le contrat. Le conseil a dit qu'elle était hautement recommandée, répondit Betty en évitant son regard. Elle dirigera la proposition de restructuration. Smith hocha la tête avec nonchalance, masquant l'irritation qui montait en lui. Les étrangers représentaient un risque, mais Smith avait de plus gros problèmes, des échéances, des départements défaillants et le poids d'une entreprise historique glissant vers l'incertitude. Pourtant, il y avait quelque chose dans le nom sur le dossier qui effleura sa mémoire. Il ne s'y attarda pas. Le travail passait avant tout. C'est ainsi qu'il avait survécu ces 5 dernières années, s'enfouissant sous les tâches, oubliant le son de son rire, le poids de son absence. Smith avait tout reconstruit depuis le divorce. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Faites-la venir dans la salle de conférence 3 pour 10 heures, dit-il en refermant le dossier. Betty hésita une seconde de plus que d'habitude, les lèvres s'entr'ouvrant comme pour dire quelque chose, mais elle hocha simplement la tête. Oui, monsieur. Il ne le remarqua pas. Il était déjà plongé dans les chiffres et les projections, ignorant que son monde, soigneusement arrangé, douloureusement équilibré, était sur le point de voler en éclats le temps d'un simple trajet en ascenseur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et elle entra dans la zone de réception comme une vague déferlant doucement sur le rivage, gracieuse, posée, avec un air de confiance tranquille qui faisait tourner les têtes. Angela Dawson n'était pas entrée dans ce bâtiment depuis avant le divorce, pourtant l'odeur familière d'expresso et de cire parfumée à la lavande remua quelque chose au fond de sa poitrine. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine à boutons dorés, ses boucles ramenées en un chignon bas qui encadrait élégamment son visage. Ses talons claquaient régulièrement contre le sol en marbre alors qu'elle s'approchait du bureau de la réceptionniste. « Je suis ici pour une consultation à 10 heures. » dit-elle calmement. Betty se leva de derrière le bureau, les yeux écarquillés d'une surprise contenue. « Angela Dawson, demanda-t-elle, juste assez fort pour surprendre un jeune associé qui passait par là. « Oui, confirma Angela avec un petit sourire indéchiffrable. « Veuillez informer Monsieur Clifford que je suis là. » Betty hésita avant d'acquiescer, sentant déjà l'orage qui se préparait au 35e étage. Smith leva les yeux de son ordinateur portable lorsque Betty entra. Il n'était pas préparé à l'expression sur son visage. « Elle est là, dit Betty doucement. Angela Dawson. » Le nom tomba comme une pierre dans l'eau calme. La colonne vertébrale de Smith se raidit. « Angela, répéta-t-il, incertain d'avoir mal entendu. « Oui, monsieur. C'est la consultante que le conseil a engagée. » Pour la première fois en 5 ans, il était complètement désarmé. Il se leva lentement, boutonna sa veste et entra dans la salle de conférence numéro 3, son cœur battant plus fort que ses chaussures cirées contre le sol. Et elle était là, debout, dos à lui, examinant des documents en bout de table. « Angela, souffla-t-il, à peine assez fort pour lui-même. Elle se tourna, leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, la pièce se dissolut dans le silence. Les néons vromissaient. La ville grondait à l'extérieur. Mais tout ce que Smith pouvait entendre, c'était l'écho d'un millier de souvenirs s'élevant entre eux comme des fantômes. « Monsieur Clifford, dit-elle avec un léger signe de tête professionnel. Ça fait un moment. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre comme 2 étrangers liés par d'invisibles chaînes de l'histoire. La salle de conférence était trop silencieuse. L'équipe de Smith entra maladroitement, sentant un étrange courant sous-jacent mais ne disant rien. Angela commença sa présentation avec une aisance consommée, exposant des projections, des stratégies d'amélioration et des idées de restructuration avec précision. Smith entendit à peine un mot. Il la regardait parler,
remarquant comment sa voix était devenue plus assurée, sa confiance plus aiguisée. L'Angela qu'il avait connue autrefois était passionnée mais impulsive, aimante mais peu sûre d'elle. Cette femme devant lui était raffinée, posée, presque inaccessible. Je recommande des audits départementaux immédiats avant de mettre en œuvre des licenciements, conclut-elle en tendant un dossier. Vous trouverez les données justificatives dans l'annexe C. Smith s'éclaircit la gorge, feuilletant les pages. C'est complet, dit-il finalement. Impressionnant. Merci, répondit-elle sans ciller. Alors que l'équipe sortait, Smith s'attarda. Vous ne leur avez pas dit qui vous étiez, dit-il. Angela se tourna lentement, son expression indéchiffrable. Et qui est-ce exactement, demanda-t-elle. Votre ex-femme. Ce n'était pas pertinent pour la description du poste. Sa voix était polie, mais il y avait une tension juste en dessous, une civilité froide masquant quelque chose de brut. Smith hocha la tête, piqué au vif mais le cachant bien. Vous avez l'air différente. Angela eut un léger rire sans joie. 5 ans ont tendance à faire ça. Et vous? Toujours à régner depuis votre tour de verre? Il eut un léger sourire mélancolique. J'essaie toujours de l'empêcher de voler en éclats. Il y eut une pause. Puis elle rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. Nous nous reverrons pour la phase 2 à midi, dit-elle sans se retourner. Essayez d'être préparé. Et comme ça, elle était partie, laissant Smith fixer la porte avec une douleur dans la poitrine qu'il ne savait pas qu'il portait encore. Smith ferma les stores de son bureau et resta à regarder la ligne d'horizon, mais la vue ne l'apaisait plus. Tout ce qu'il voyait, c'était son visage, ses yeux sombres qui le regardaient autrefois comme s'il avait décroché les étoiles, maintenant indéchiffrables, distants. Il s'assit à son bureau et ouvrit un tiroir, en sortant une petite photo usée. Elle avait été prise lors de leur 2e anniversaire, Angela, riant avec du glaçage à gâteau sur le nez, ses bras autour d'elle. Ils avaient été si jeunes, si amoureux. Comment tout cela avait-il si mal tourné? Il se souvint des nuits de silence après leur fausse couche, comment ils avaient dérivé sans le dire à voix haute. Et puis elle était partie, pas de mots, juste une enveloppe avec les papiers du divorce et les clés de leur appartement commun. Il s'était dit qu'elle était égoïste, qu'elle avait abandonné, mais la voir aujourd'hui brisa cette illusion. Elle n'était plus la même femme brisée qui était partie. Elle s'était reconstruite. Et lui, il avait construit des murs si hauts qu'il avait même oublié ce qu'il gardait. Pendant ce temps, de l'autre côté du bureau, Angela se tenait dans les toilettes, agrippant le lavabo avec des mains tremblantes. Son reflet la regardait, impeccable à l'extérieur, mais tremblante à l'intérieur. Elle ne s'attendait pas à ressentir autant. Voir Smith lui avait coupé le souffle. Il avait toujours cette même expression réservée, mais maintenant elle était voilée de solitude. S'était-il jamais demandé ce qui lui était arrivé? La détestait-il d'être parti? Concentre-toi, se murmura-t-elle. Tu es ici pour le travail. Elle s'aspergea le visage d'eau froide et l'essuya avec une serviette en papier. La porte de la cabine derrière elle grinça et Betty sortit, surprise de la voir. Ça va? Demanda Betty doucement. Angela lui fit un petit signe de tête. Juste beaucoup de souvenirs. Betty hocha la tête avec sympathie. Il n'est plus le même non plus. Peut-être que vous êtes tous les deux encore en train de comprendre les choses. Angela expira. Trop tard pour ça, je pense. Mais alors qu'elle sortait des toilettes, son cœur palpita légèrement. Car peu importe à quel point elle était devenue forte, une partie d'elle se souvenait encore de l'homme qui la serrait autrefois à 2 heures du matin en murmurant « pour toujours ». Smith venait de terminer un appel avec un partenaire à l'étranger lorsque le son familier du rire d'Angela flotta à travers le parking du bureau. Il n'espionnait pas intentionnellement. Il était sorti prendre l'air, mais sa voix le cloua sur place. Elle se tenait près d'une voiture à haillons argentés. Son téléphone pressé contre son oreille alors qu'elle faisait les 100 pas. Puis, de nulle part, une petite silhouette surgit. Une petite fille, aux cheveux bouclés et aux yeux vifs, se jeta dans les bras d'Angela. « Maman » cria-t-elle en la serrant fort. Angela laissa tomber son téléphone en plein rire, attrapant la fillette avec une aisance naturelle, son visage entier s'adoucissant d'une chaleur que Smith n'avait pas vue depuis des années. Il se figea. L'enfant avait les yeux d'Angela mais la courbe de son sourire, la fossette sur sa joue gauche. Ses traits appartenaient à quelqu'un d'autre. Lui. Smith recula prudemment, caché derrière un pilier en béton,
le cœur battant la chamade. Il regarda Angela écarter les cheveux de l'enfant de son visage et ouvrir la portière arrière pour l'attacher. « As-tu fini tes dessins à l'école aujourd'hui » demanda-t-elle doucement en attachant la ceinture de sécurité. « Oui, et mademoiselle Claire a dit que le mien était le plus joli » gazouilla la fillette. « Elle a dit que j'avais dessiné le plus bel arbre généalogique, même si j'ai inventé le visage de papa. » Angela marqua une pause d'une fraction de seconde. Son expression vacilla avant qu'elle ne sourie à nouveau. Je parie qu'il était magnifique. Ces mots firent que quelque chose se défit en Smith. Il n'avait pas seulement vu un enfant. Il avait été témoin d'un moment d'appartenance auquel il n'avait jamais été convié. Alors que la voiture s'éloignait, il resta immobile sur le parking, les yeux fixés sur la traînée des feux arrière. Cet enfant n'était pas seulement la fille d'Angela. Elle pourrait être la sienne. Et la partie terrifiante? Il ne pouvait pas se résoudre à demander, pas encore. Le lendemain matin, Smith arriva tôt, agité par une nuit de va-et-vient et de questions sans réponse. Il n'avait pas dormi. Betty apporta son café comme d'habitude, mais ses yeux étaient distants. « Betty » dit-il soudain, la voix rauque. « Cet enfant, la fille avec Angela, savez-vous quelque chose à son sujet ?» Betty s'arrêta net. « Doris, oui, adorable gamine. Elle dessine toujours dans le coin du tableau blanc quand elle attend qu'Angela finisse ses réunions. » Smith se renversa en arrière, visiblement décontenancé. « Doris, répéta-t-il. Le nom résonnait dans son esprit comme une cloche, doux, nostalgique, familier. Betty ne remarqua pas son changement d'attitude. Elle a 5 ans, elle vient de les avoir le mois dernier. Elle ressemble trait pour trait à Angela, n'est-ce pas? Smith ne répondit pas. 5 ans, exactement 5 ans depuis le divorce. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il attrapait son café, réussissant à peine à ne pas le renverser. Betty, a-t-elle déjà mentionné, le père, demanda-t-il prudemment, les yeux fixés sur le bureau. Betty fronça les sourcils, incertaine de la façon de répondre. Angela ne parle pas vraiment de sa vie personnelle. Certaines personnes ont supposé qu'elle avait eu une relation discrète après le divorce. Mais personne n'a jamais rencontré le type. Doris a juste commencé à apparaître un jour après la sortie de l'école. Smith hocha la tête distraitement, une vague de nausée lui tordant les entrailles. Merci, marmonna-t-il. Quand elle quitta la pièce, il s'effondra sur sa chaise. Il fixa le plafond, respirant lourdement. Il essaya de se souvenir du dernier moment où il avait vu Angela pleurer, quand elle lui avait dit qu'elle avait besoin d'espace, de temps, de distance. Il le lui avait donné, croyant bêtement que c'était la fin. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début d'une histoire qu'il n'avait jamais été autorisé à lire, jusqu'à présent. 5 ans, se murmura-t-il. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai manqué? Pendant les jours suivants, Smith se donna pour mission de rester occupé. Réunions, audits, long trajet vers des succursales éloignées, tout cela étant une stratégie désespérée pour éviter de croiser Angela. Et pourtant, le destin en avait décidé autrement. À chaque tournant de couloir, à chaque trajet en ascenseur, elle était là. Parfois, juste un aperçu de son profil alors qu'elle consultait des équipes. D'autres fois, une bouffée fugace de son parfum dans la salle de pause. Le bureau n'était pas assez grand pour contenir sa confusion. Mais Angela semblait totalement insensible. Elle se déplaçait avec assurance, ses mots secs et professionnels, ses yeux ne s'attardant jamais trop longtemps sur les siens. Cela le déstabilisait plus que si elle lui avait crié dessus. Son indifférence blessait plus profondément que la colère ne l'aurait jamais pu. Un après-midi, ils se croisèrent dans le couloir, seuls. Aucun ne parla jusqu'à ce que Smith s'arrête soudainement et se retourne. « Angela » appela-t-il doucement. Elle s'arrêta mais ne lui fit pas face. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Je voulais juste. » Il hésita, incertain de ce qu'il voulait dire. « Vous avez bien réussi. » Un temps passa. « Je n'avais pas le choix » répondit-elle calmement. « Certains d'entre nous n'ont pas eu le loisir d'enfouir leur douleur dans des salles de conseil. » Sa voix était égale, mais cela le frappa comme un coup de poing dans les côtes. Il voulait dire qu'il était désolé, qu'elle lui manquait, que le silence qu'elle avait laissé derrière elle avait hurlé dans chaque coin de sa vie depuis. Mais tout ce qu'il réussit à dire fut un hochement de tête. « Si jamais vous voulez parler. » Elle se tourna,
les yeux froids. Parler de quoi, Smith? Du temps qu'il fait? De la façon dont vous m'avez laissé partir sans me demander pourquoi je partais vraiment? Il n'eut pas de réponse. Et cette fois, ce fut elle qui s'éloigna, ses talons résonnant dans le couloir de marbre comme les dernières notes d'un chapitre qui se fermait. Seulement, cette histoire n'était pas terminée. C'était un jeudi pluvieux lorsque Smith se retrouva dans le salon des employés, essayant de se débarrasser d'un mal de tête lancinant. Il sirota un thé tiède et écouta distraitement le bavardage lointain de quelques jeunes employés. Puis une petite voix attira son attention. « Mademoiselle Betty, puis-je encore dessiner ici ?» Doris. Il jeta un coup d'œil au coin de la rue et vit ses cheveux bouclés attachés en deux couettes, les mains maculées de poussière de crayon, les yeux brillants d'une curiosité innocente. Elle lui rappelait les jours d'été et les rires enfouis depuis longtemps. Betty s'accroupit à côté d'elle. « Bien sûr, ma chérie. Ne dessine plus sur les murs, hein, gloussa-t-elle. Doris rigola. « Je ne le ferai pas. Maman a dit que je ne peux dessiner que dans mon livre maintenant. » Smith regarda en silence, sentant une étrange douleur s'installer dans sa poitrine. Puis Betty posa la question qui lui donna des frissons dans le dos. « Aimes-tu ton nom, Doris ?» La fillette hocha la tête, fière. « Oui. Maman a dit qu'elle et papa l'avaient choisi ensemble. Mais je n'ai jamais rencontré papa, alors je fais comme s'il dessinait avec moi dans le ciel. » La prise de Smith sur le gobelet en papier se resserra jusqu'à ce qu'il se plie dans sa main. Il recula en titubant, l'esprit confus. Doris, ce nom n'avait pas été choisi au hasard. C'était le nom que lui et Angela murmuraient sous les étoiles, rêvant d'une fille qu'ils ne pensaient jamais avoir. Il se souvenait comment il plaisantait, Doris Clifford, future briseuse de cœur. Maintenant, elle existait chair, voix, joie et il ne l'avait même pas su. L'enfant portait un nom construit d'amour et de perte, et il avait vécu sans lui. Il recula doucement de la porte, craignant ce qu'il pourrait faire s'il entrait dans cette pièce et posait la question qui lui brûlait la langue. Plus tard cette semaine-là, dans un moment de bravoure impulsive ou peut-être de désespoir, Smith arrêta Angela devant le bureau alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture. « 5 minutes, dit-il, la pluie tombant doucement sur ses épaules. Un café, sans engagement, sans pression. Juste 5 minutes. » Angela hésita. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle allait refuser, mais ensuite elle soupira et hocha la tête. Ils s'assirent dans un café tranquille de l'autre côté de la rue, où l'odeur du pain à la cannelle et de vieux souvenirs flottait lourdement dans l'air. Aucun d'eux ne parla au début. Smith remua son café avec une nervosité inhabituelle. Angela restait immobile, les yeux distants. Finalement, il rompit le silence. « Elle est vive, confiante. Elle me rappelle vous. » Angela ne réagit pas, « Elle me rappelle la femme que j'étais, » répondit-elle, avant que tout ne s'effondre. Il voulait demander franchement. Il voulait crier, « Est-elle à moi ?» Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il se pencha en arrière et demanda doucement, « Et son père ?» Les lèvres d'Angela esquissèrent un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Il n'est pas là, ne l'a jamais été. Mais Doris a tout ce dont elle a besoin. » Smith la regarda alors, les yeux emplis d'une tempête. « Vous dites ça comme si c'était suffisant. » Angela cligna lentement des yeux. Il le fallait. Le silence suivit. Dehors, les gens se dépêchaient sous les parapluies, leurs vies épargnées par la douleur silencieuse qui se déroulait à la table 4. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» murmura finalement Smith. Les doigts d'Angela se resserrèrent autour de sa tasse. « Parce que vous n'avez pas demandé. Parce que je ne pensais pas que vous vouliez savoir. Et parce qu'au moment où j'ai réalisé ce que j'avais perdu, vous étiez déjà parti. C'était ça. La vérité mise à nu entre les cuillères et les tasses vides. 5 minutes s'étirèrent en une vie, et aucun d'eux ne bougea. À partir de ce jour, Smith les observa de loin, non par obsession, mais avec admiration et chagrin. La façon dont Angela se penchait pour lasser les chaussures de Doris sur le parking, ses lèvres formant de silencieux encouragements. La façon dont Doris tourbillonnait dans le couloir quand elle pensait que personne ne la regardait. Il y avait quelque chose de sacré dans leur lien. Ce n'était pas seulement mère et fille. C'était la survie, cousue de rire et de lutte. Et pourtant, en observant, Smith commença à remarquer des choses que d'autres manquaient. L'inclinaison de la tête de Doris quand elle était curieuse.
Le pli sur son front quand elle se concentrait de ses propres manières d'enfant. Ce n'était plus seulement du désir maintenant. C'était indéniable. Cette petite fille portait des parties de lui éparpillées en elle comme les fragments d'un puzzle inachevé. Et cela le brisait, lentement. Un soir, Smith se tenait près de la balustrade en verre devant la salle de réunion du 15e étage, regardant le crépuscule tomber sur la ville. Angela s'avança à côté de lui, les bras croisés, les yeux fixés sur l'horizon. « Vous êtes silencieux ces jours-ci, dit-elle doucement. Les gens commencent à le remarquer. » Il eut un léger rire. « Je suppose que je vois les choses plus clairement maintenant. » Angela ne répondit pas immédiatement. Puis elle dit, « Doris m'a demandé hier si vous étiez son oncle ou un super-héros. » Smith sourit amèrement. « Et que lui avez-vous dit ?»« Je lui ai dit la vérité, » dit Angela, la voix assurée. « Que vous êtes quelqu'un que j'ai aimé profondément autrefois. Et quelqu'un que j'essaie encore de comprendre. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'elle ne le réalisait. « Ai-je le droit de demander ?» murmura-t-il. Elle se tourna alors vers lui, croisant enfin son regard. « Cela dépend, » dit-elle doucement. « Êtes-vous prêt à entendre la réponse ?» Aucun d'eux ne parla après cela. Mais dans le silence, un mur entre eux commença à se fissurer, juste assez pour que la lumière s'infiltre. La pluie revint ce soir-là, tambourinant contre les fenêtres du Penthouse comme un souvenir, refusant de s'estomper. Smith se tenait dans son salon, des lumières tamisées projetant de longues ombres. Dans sa main se trouvait une boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les reliques d'un amour qu'il n'avait jamais appris à protéger. Des talons de billets de cinéma, des mots qu'Angela avait laissés sur le réfrigérateur, et tout au fond, une photo d'échographie. Il passa un pouce sur l'image floue en noir et blanc, ravalant la boule dans sa gorge. À l'époque, ils avaient été fous de joie, peignant des chambres d'enfants et se disputant les prénoms de bébés. Mais ensuite vinrent les saignements, l'hôpital, le silence. Angela recroquevillait dans son lit, fixant le mur, pendant qu'il s'enterrait dans les conférences téléphoniques et les échéances. Il n'avait pas su comment accueillir son chagrin, alors il avait gardé ses distances. « Tu ne m'as même jamais demandé comment j'allais » avait-elle murmuré une nuit, la voix brisée et sans vie. « Tu as juste disparu dans ton bureau. » Il s'était tenu sur le pas de la porte, rongé par la culpabilité et impuissant. « Je ne savais pas quoi dire » avait-il admis. Je ne voulais pas empirer les choses. Mais Angela s'était seulement détournée, son corps tremblant sous les couvertures. Cette nuit-là avait été un tournant, son silence s'était approfondi, et son absence aussi. L'espace entre eux s'était tellement agrandi qu'au moment où elle était finalement partie, cela semblait presque logique. Assis maintenant avec cette photo d'échographie à la main, Smith murmura à voix haute, « J'aurais dû rester au lit avec toi. J'aurais dû pleurer avec toi. » Et bien que personne ne l'ait entendu, le poids de cette confession rendit la pièce un peu plus lourde. La semaine suivante fut un tourbillon de réunions, mais l'esprit de Smith était ailleurs. Ce ne fut que lorsqu'il entendit Betty parler frénétiquement au téléphone que tout s'arrêta. « Angela n'est pas venue la chercher, dit-elle. Doris a de la fièvre, il la garde à l'infirmerie. » Sans réfléchir, Smith attrapa son manteau. « Envoyez-moi l'adresse de l'école. » ordonna-t-il, déjà à mi-chemin de l'ascenseur. Le trajet parut interminable, la tension lui griffant la poitrine. Quand il arriva, Doris était recroquevillée sur un lit de camp, les joues rouges et les yeux vitreux. « Monsieur Clifford » demanda l'institutrice, confuse. « Êtes-vous de la famille ?» Il hésita, puis s'approcha. « Je suis quelqu'un qui tient beaucoup à elle » dit-il en s'agenouillant à côté de Doris. Quand elle ouvrit les yeux, ils s'adoucirent d'une reconnaissance somnolente. « Vous êtes venu » murmura-t-elle. « Je savais que vous viendriez. » Smith écarta doucement ses cheveux. « Bien sûr que oui » murmura-t-il, la gorge nouée. Elle chercha dans son sac à dos et lui tendit un papier plié. « J'ai fait ça pour vous. C'est vous, moi et maman. » Smith déplia le dessin au crayon, les yeux s'écarquillèrent. Il montrait 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil éclatant. Au-dessus de la plus petite silhouette, écrit en lettres tremblantes, se trouvait le mot « Papa ». Une larme coula sur sa joue avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Tu penses que je suis ton papa ?» Elle hocha lentement la tête. « J'ai demandé à maman une fois, mais elle a pleuré.
Alors je fais juste semblant que c'est vous. À cet instant, entouré de crayons de couleur et d'innocence, Smith sentit quelque chose se briser en lui. La vérité ne frappait pas seulement à la porte. Elle se tenait devant lui, âgée de 5 ans, chaude de fièvre et d'amour. Angela arriva quelques minutes plus tard, essoufflée et trempée par la pluie, pour trouver Smith déjà là, assis à côté de leur fille endormie. Ses talons claquèrent sur le linoléum alors qu'elle s'approchait, le visage pâle. « Qu'est-ce que tu fais ici » exigea-t-elle, la voix basse mais tranchante. Smith se leva lentement, tenant le dessin à la main comme s'il était en verre. « Elle m'a donné ça, dit-il. Elle pense que je suis son père, Angela. » Angela se figea, les bras se resserrant sur sa poitrine. « Tu n'aurais pas dû venir, » murmura-t-elle. « Tu n'avais pas le droit de lui parler comme ça. » Smith s'avança, la voix tremblante d'une fureur contenue. « Et quel droit penses-tu avoir eu, de me la cacher ? J'aurais dû savoir. J'aurais pu savoir. Mais tu ne m'as jamais donné la chance. » Angela cligna des yeux, la culpabilité traversant son visage avant qu'elle ne la masque. « Je ne savais pas comment te le dire, » dit-elle finalement. « Tu n'étais pas prêt alors. Tu te noyais dans le travail, dans le détachement. Je ne voulais pas imposer la paternité à quelqu'un qui ne pouvait même pas faire son deuil avec moi. » Smith tressaillit. « Tu n'as pas à décider de ce que j'aurais pu gérer. C'était notre enfant, tu as choisi pour nous deux. » Il brandit à nouveau le dessin, la voix brisée. Elle a inventé cette famille dans sa tête, Angela. Elle me veut, et je veux être là pour elle, pour toi. Les yeux d'Angela s'emplirent de larmes, mais elle secoua la tête. Tu ne peux pas simplement revenir dans nos vies parce que tu te sens coupable. Ce n'est pas si simple. Smith prit une inspiration tremblante, la voix maintenant plus calme. Non, mais je dois commencer quelque part. Et cette fois, je ne m'en irai pas. Le couloir tomba dans le silence, à l'exception du doux va-et-vient de la respiration de Doris, deux cœurs brisés veillant sur celui qu'il pourrait encore guérir. Le lendemain matin, l'air à l'intérieur du bureau semblait plus tendu que d'habitude. Angela était assise tranquillement à son bureau, tapotant son stylo contre un dossier qu'elle avait déjà lu 3 fois. Son corps était présent, mais son esprit était empêtré dans une conversation qu'elle n'avait jamais voulu avoir. Smith avait franchi une ligne qu'elle n'était pas prête à voir franchie, découvrant une vérité qu'elle avait cachée non par cruauté, mais pour survivre. Lorsqu'il apparut à la porte de son bureau sans prévenir, sa posture se raidit. « Il faut qu'on parle », dit-il simplement. Angela hocha la tête une fois, se levant pour fermer la porte derrière lui. « Si c'est à propos de Doris. » Ça l'est, la coupa-t-il, la voix plus ferme que d'habitude. « Mais c'est aussi à propos de nous. Je ne peux pas continuer à prétendre qu'elle n'est pas à moi. » Angela se tourna vers lui, les yeux remplis d'un feu qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Tu n'as pas le droit de dire ça maintenant, Smith. Tu n'étais pas là quand je pleurais jusqu'à m'endormir avec son rythme cardiaque en moi. » Smith tressaillit, visiblement blessé par ces paroles, mais il ne recula pas. « Parce que je ne savais pas. Parce que tu es parti avant même que j'aie eu la chance de comprendre ce que tu traversais. » Sa voix tremblait sous sa frustration. « J'ai tout gâché, je le sais. Mais tu m'as enlevé le droit d'essayer. Ce n'est pas juste pour Doris, et ce n'est pas juste pour moi. » Angela croisa les bras, soudain lasse. « Tu veux de la justice ? La vie ne me l'a pas donnée quand j'ai saigné seul dans une salle de bain d'hôpital. Quand je l'ai tenu la première nuit et que je ne savais pas si j'avais assez d'argent pour le les materniser, j'ai fait ce que je devais faire. » Le silence entre s'épaissit d'histoires, de regrets et d'un chagrin qu'aucun d'eux n'avait osé exprimer jusqu'à présent. « Je ne demande pas à réécrire le passé, » dit finalement Smith, plus calmement cette fois. « Je demande à faire partie de son avenir. » Les yeux d'Angela s'adoucirent, mais ses lèvres restèrent scellées. Il y avait toujours un mur entre eux, des années de douleur superposées brique par brique, et aucun ne savait encore s'ils étaient prêts à le démolir. Cette nuit-là, Smith se tenait près des baies vitrées de son penthouse, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles trop lointaines pour être atteintes. Le poids de la journée s'accrochait à lui comme un manteau mouillé. Il ne s'attendait pas à ce que ça fasse aussi mal, de voir le coup de son absence émotionnelle gravé sur chaque ligne du visage d'Angela, d'entendre les années de solitude derrière sa farouche indépendance. Il se versa un verre, mais il resta intact sur le comptoir. Au lieu de cela,
Il se dirigea vers le tiroir de son bureau et en sortit un vieux cadre, une photo d'anniversaire qu'ils avaient prise lors d'une escapade de week-end. Angela était en plein rire, le soleil sur son visage, pas de maquillage, juste de la joie. Il s'affaissa sur le sol avec la photo entre les mains, les genoux ramenés contre sa poitrine comme un homme se désagrégeant de l'intérieur. « J'aurais pu être là », murmura-t-il dans le silence. « J'aurais dû être là. » Betty le trouva le lendemain matin affalé sur son bureau, toujours dans les vêtements de la veille, des cernes sombrentant son visage. « Monsieur » dit-elle doucement, hésitant à s'approcher. Il releva lentement la tête, les yeux rouges mais secs maintenant. « J'ai vu son dessin, murmura-t-il, presque comme s'il avouait un crime. Elle a fait de moi un père avant même que je mérite le droit de l'être. » Le cœur de Betty se serra. Elle posa une main sur son épaule. « Vous avez encore le temps, mais pas si vous continuez à vous noyer dans la culpabilité. » Il hocha la tête distraitement. « Je ne sais pas comment réparer ça. »« Commencez par vous montrer, » dit-elle doucement. « Pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme qui a perdu quelque chose, et qui est enfin prêt à se battre pour cela. » Smith ferma les yeux et laissa échapper un souffle tremblant. La tempête en lui n'était pas passée, mais elle s'était déplacée. Et quelque part au milieu des décombres du regret, il savait que s'il ne commençait pas maintenant, il risquait de les perdre toutes les deux pour toujours. Angela était assise en face de Betty dans un café tranquille le lendemain, ses doigts encerclant nerveusement le bord de sa tasse de thé. Elle n'avait dit à personne toute la vérité, pas même à ses amis les plus proches. Mais après la confrontation avec Smith, le besoin de se confier devint trop fort pour être réduit au silence. Betty écouta, le front plissé d'inquiétude, tandis qu'Angela parlait enfin. « Je pensais avoir perdu le bébé, » dit-elle doucement, les yeux baissés. « Il y a eu des saignements, et le médecin a dit que c'était probablement une fausse couche. Je n'ai même pas dit à Smith. Je me suis juste renfermée. » Betty tendit la main par-dessus la table, lui serrant la sienne. « Mais Doris ?» Une semaine plus tard, un autre médecin a confirmé qu'elle était toujours là. Vivante, forte. Je voulais le lui dire. J'ai failli le faire, mais à ce moment-là, nous étions déjà si brisés. Et j'avais terriblement peur. Je pensais que c'était peut-être un signe que je devais le faire seul. Des larmes montèrent aux yeux d'Angela alors qu'elle continuait, la voix tremblante. Je me suis dit qu'il était trop distrait, trop insensible pour s'en soucier. Qu'il ne verrait Doris que comme un fardeau, pas une bénédiction. Alors je suis parti. J'ai disparu dans l'ancien appartement de ma mère et j'ai construit une vie du mieux que j'ai pu. Le cœur de Betty se serra. Tu as porté ça seule pendant 5 ans? Angela hocha la tête, le visage pâle mais résolu. Je suis devenu son monde, et elle est devenue le mien. Je n'avais pas besoin de Smith. Mais une partie de moi a toujours souhaité qu'il nous trouve. Betty soupira, profondément émue. Il vous a trouvé maintenant. Et je le vois dans ses yeux, ce n'est plus le même homme. Peut-être qu'il mérite la vérité, pas seulement pour lui, mais pour Doris. Angela regarda par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Il ne s'agit plus seulement de vérité, Betty. Il s'agit de confiance. Et je ne sais pas si mon cœur peut survivre à être brisé 2 fois. Les mots restèrent en suspens, épais de chagrin, tandis que la pluie tapait doucement contre la vitre. Le soleil brillait, l'air était empli de rire, et l'odeur de glaçage flottait dans la pièce comme un souvenir d'enfance. Angela avait loué une aire de jeu intérieur confortable pour l'anniversaire de Doris, avec des arches de ballon, du maquillage pour enfants et une table ornée de cupcakes roses. Les enfants couraient partout en criant de joie, tandis que les adultes discutaient, des gobelets de jus à la main. Smith se tenait près de l'entrée, ne sachant pas s'il était le bienvenu, ne sachant pas pourquoi son nom figurait sur la liste des invités. Mais quand Doris l'aperçut, son visage s'illumina comme un feu d'artifice. « Tu es venu » cria-t-elle, se précipitant vers lui et se jetant dans ses jambes pour une étreinte serrée. Smith se pencha, stupéfait par la chaleur de ses bras. « Bien sûr que oui. Je ne manquerai ton grand jour pour rien au monde, dit-il, la voix douce et mal assurée. Angela se tenait figée près de la table du gâteau, ses doigts se resserrant autour du couteau qu'elle s'apprêtait à utiliser. Elle ne l'avait pas invité, Doris l'avait fait. Elle aurait dû s'en douter. Puis vint le moment auquel personne n'aurait pu se préparer. Alors que le gâteau était apporté et que les chants se taisaient,
l'un des petits garçons demanda à Doris, « Où est ton papa ?» Sans hésiter, Doris rayonna et désigna Smith. « Il est juste là, » dit-elle fièrement. « C'est mon papa. » Des halètements et des expressions stupéfaites parcoururent les adultes comme un courant. Angela sentit le sol vaciller sous ses pieds. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. La main de Smith se figea à mi-chemin de son verre, sa gorge se nouant d'émotion. Tous les regards se tournèrent vers lui, et pendant une seconde, il ne fut ni le PDG ni l'ex-mari distant, il était juste un homme debout sous la lumière crue de la vérité. Angela se reprit rapidement, dirigeant les enfants vers les jeux de société. Mais Smith croisa son regard, et il y vit tout. La peur, la fureur, et quelque chose de dangereusement proche de l'abandon. Angela le coinça près du couloir des toilettes, loin des guirlandes, des cupcakes et des trop nombreux regards curieux. Sa voix tremblait alors qu'elle murmurait, « Pourquoi es-tu venu ? Je ne t'ai jamais demandé d'être ici. » Smith, qui s'attendait à de nombreuses réponses, n'était pas prêt à la douleur gravée sur son visage. « Elle m'a invité, Angela. Je ne voulais pas faire de scène. Je voulais juste être là pour elle. » La poitrine d'Angela se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration saccadée. « Tu n'as pas le droit de jouer au père quand ça t'arrange. Ce n'est pas une conférence téléphonique à laquelle tu peux te joindre et te retirer à ta guise. Elle pense que tu es permanent maintenant, et si tu t'en vas encore ?» Sa voix se brisa avant qu'elle ne puisse finir. Elle détourna le regard, clignant furieusement des yeux. « Elle est tout mon monde, Smith. Je ne peux laisser personne le briser à nouveau. » Smith s'approcha, baissant la voix, mais pas sa sincérité. « Je n'essaie pas de te l'enlever. Je sais que j'ai échoué avant. J'ai manqué la grossesse, la naissance, ses premiers pas, ses premiers mots. Mais si tu me laisses entrer, je te jure devant Dieu que je ne manquerai plus jamais un seul instant. » Angela secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « J'étais seul. Chaque toux, chaque chute, chaque nuit blanche, j'ai tout porté. Où étais-tu quand elle pleurait pendant des heures et que je ne savais pas pourquoi? Où étais-tu quand j'étais malade et que je ne pouvais pas me permettre de l'aide? » Smith déglutit difficilement, submergé par la culpabilité. « Je n'ai aucune défense. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est rester. S'il te plaît, laisse-moi rester. » Angela le regarda, les épaules affaissées, l'épuisement et le désir se confondant. « Tu penses que c'est aussi simple? Qu'une fête d'anniversaire règle tout? » Sa voix était cassante. « Ce n'est pas le cas. » Smith hocha lentement la tête, la voix à peine audible. Mais c'est peut-être le premier pas, et pour la première fois, Angela ne s'éloigna pas. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea, discrètement, prudemment. Smith commença à se montrer non pas avec de grands gestes, mais avec constance. Il laissa une petite peluche licorne sur le bureau de Doris avec un post-it, de ton plus grand fan. Il proposa son chauffeur à Angela les matins pluvieux, bien qu'elle acceptât rarement. Il commença à apporter à Doris ses sucettes glacées à la mangue préférée lors de ses visites au bureau et à écouter, vraiment écouter, les retours d'Angela sur les projets lors des réunions. Angela restait vigilante, sur ses gardes, mais elle le remarqua. Il n'y avait aucune demande de pardon, aucune pression. Juste une présence. Et pour quelqu'un comme elle, qui avait appris à tout faire seule, cette présence était étrangère, mais pas malvenue. Un soir, Doris entra dans le salon, un livre à la main, et leva les yeux vers sa mère. « Est-ce que Monsieur Smith peut me lire une histoire ce soir ?» Angela s'arrêta, en train de plier du linge. « Pourquoi lui ?» Doris haussa les épaules. « Parce que sa voix est calme, comme un calme d'heure du conte. » Angela cligna des yeux pour chasser la piqûre derrière ses paupières. « D'accord, » dit-elle doucement. Quand Smith arriva ce soir-là pour déposer un document, il fut pris au dépourvu par l'invitation. « Une histoire pour s'endormir, » répéta-t-il, les yeux écarquillés. Angela hocha la tête une fois, lui tendant le livre. « Juste une. » Alors que Doris se blottissait à côté de lui, la tête sur son bras, et qu'il lisait des histoires de châteaux et de lapins courageux, Angela se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, mais son visage, pour une fois, n'était pas durci. Il y avait encore de la culpabilité, oui. Mais l'espoir commençait à respirer à côté. Calme, constant, vivant. Samedi arriva avec un soleil hésitant et des cœurs nerveux.
Doris avait demandé à Smith 2 jours plus tôt s'il voulait l'emmener au parc, et Angela, après des heures de lutte intérieure, avait accepté. Elle tendit à Smith un sac à lunch de choses à éviter. Pas de sucreries l'après-midi. Elle a le mal des transports sur les balançoires. Et elle aime nourrir les canards, mais elle a peur s'ils s'approchent trop, dit-elle, le ton sec mais préoccupé. Smith hocha la tête, acceptant chaque instruction avec la révérence d'un homme à qui l'on confiait enfin quelque chose de précieux. Je m'en occupe, l'assura-t-il. Doris rayonna, tenant déjà sa main, rebondissant d'excitation. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Angela se tenait à la fenêtre, les bras croisés sur sa poitrine, regardant l'homme qu'elle avait connu autrefois mener la petite fille qu'elle avait élevée seule. Au parc, Smith se retrouva à trébucher à travers la paternité en temps réel. Doris posait des questions plus vite qu'il ne pouvait y répondre, le tirait du toboggan au bac à sable, et lui présentait chaque peluche de son sac à dos. Il la regardait avec émerveillement. « As-tu nommé toutes tes poupées toi-même » demanda-t-il. Elle hocha la tête fièrement. « Bien sûr, voici Sparkle, et voici Mademoiselle Toutou. Ce sont des sœurs, mais elles se disputent beaucoup, comme toi et maman avant. » Smith se figea à cette observation innocente. « Qu'est-ce qui te fait penser qu'on se disputait » Doris haussa les épaules. « Maman pleure parfois quand elle voit tes vieilles photos, mais elle les garde quand même. » Cette simple confession faillit lui faire plier les genoux. Alors qu'il partageait des sandwichs au beurre de cacahuète au bord de l'étang au canard, Doris se tourna vers lui. « Pourquoi n'étais-tu pas là avant » demanda-t-elle doucement. Smith expira. « Parce que j'ai fait une erreur, une que je passerai l'éternité à essayer de réparer. » Doris se pencha contre lui, et dans cet appui silencieux, sa petite silhouette faisant confiance à sa chaleur, il se sentit père pour la première fois de sa vie. Alors que la vie commençait à se dénouer personnellement, la tempête professionnelle frappa. Le directeur financier de Smith annonça la nouvelle lors d'une réunion à huis clos. La dernière acquisition de l'entreprise avait englouti plus de capitaux que prévu. Les revenus baissaient et le moral interne s'effondrait. Le projet de restructuration pour lequel Angela avait été engagée devint soudainement critique. Le conseil d'administration s'impatientait. « Nous avons besoin de solutions immédiates » ordonna Smith, fixant des graphiques qui peignaient un avenir sombre. Angela, présente dans la pièce mais silencieuse, parcourut les données et commença à griffonner des notes. Après la réunion, elle l'aborda dans le couloir. « Vous devez pivoter rapidement, dit-elle. Fermez les succursales sous-performantes, gelez les nouvelles embauches et modifiez votre stratégie d'investissement numérique. » Smith la regarda, surpris. « Vous avez déjà évalué tout ça ?» Angela esquissa un léger sourire. « Pendant que vous vous noyiez dans les chiffres, je construisais des canaux de sauvetage. » Ils travaillèrent tard dans la nuit, côte à côte dans la salle de conférence. D'anciennes habitudes revenant sans mots. Elle parlait, il écoutait. Il suggérait, elle contrait. C'était le genre de collaboration qu'ils avaient eue autrefois, au premier temps de leur mariage, lorsqu'ils veillaient tard en réfléchissant devant des boîtes de plats à emporter et des stylos rouges. Vers minuit, Smith se renversa sur sa chaise, épuisé mais étrangement plein d'espoir. « Vous savez, je pensais autrefois que je portais cette entreprise seule. » Angela le regarda. « Vous le faites encore parfois. C'est une partie du problème. » Il gloussa doucement. « Vous avez encore raison. » Elle tapota son stylo contre la table. « Je ne suis pas revenu pour vous, Smith. Je suis revenu parce que cet endroit a du potentiel. Mais si nous voulons le sauver, vous devrez recommencer à faire confiance aux gens. » Il hocha la tête, son regard s'attardant sur elle un instant de trop. « J'apprends, » murmura-t-il. Et bien qu'il n'ait pas parlé de Doris ni du passé cette nuit-là, quelque chose dans leur dynamique avait changé. Plus honnête, plus égale, et juste un peu plus comme avant que tout ne tourne mal. L'appel arriva juste après le crépuscule, le numéro d'Angela clignotant sur l'écran de Smith. Il répondit immédiatement. Doris est tombée à l'école, sa voix se brisa. On l'emmène à l'hôpital central. J'arrive. Sans attendre, Smith attrapa ses clés et courut. À l'hôpital, il aperçut Angela faisant les 100 pas dans le hall, son manteau à moitié zippé, les yeux cernés de panique. « Où est-elle » demanda-t-il, essoufflé. « Toujours avec le médecin. Ils ont dit que c'était peut-être une légère commotion cérébrale. »
Elle se tordait les mains, sa confiance envolée. Smith tendit doucement la main, couvrant la sienne. Elle est forte, comme sa mère. Angela le regarda, les yeux embués. Mais c'est encore une enfant, et ça, c'est la partie que je déteste le plus. L'impuissance, acquiesça Théil, comprenant trop bien. Tu n'es plus seule, Angela. Pas dans ça. Lorsque l'infirmière sortit enfin et appela les parents de Doris, Angela commença à la corriger, mais hésita. Smith jeta un coup d'œil, surpris qu'Angela ne dise rien. Au lieu de cela, elle prit son bras, et ils entrèrent ensemble. Doris était allongée dans son lit avec un petit pansement sur le front et un sourire endormi. « Vous êtes venus tous les deux » murmura-t-elle. Smith lui embrassa la main. « Toujours. » Le médecin leur fit un compte rendu. Elle irait bien, mais avait besoin de repos et de surveillance. Angela s'assit à son chevet, caressant doucement les cheveux de Doris, tandis que Smith se tenait à proximité, promettant silencieusement qu'il ne manquerait plus jamais une urgence. Les heures passèrent. Les lumières de l'hôpital s'atténuèrent. Angela finit par poser sa tête sur le bord du lit, lasse. Smith la regarda, réalisant que des moments comme celui-ci, calmes, chaotiques, profondément humains, étaient ce qu'il avait perdu en courant après le contrôle. Maintenant, il ne désirait rien de plus que de reconstruire cette vie, non pas avec de grands gestes, mais avec présence. Une présence réelle et inébranlable. Dans le silence feutré de la chambre d'hôpital, le bip des machines et la respiration rythmée de Doris offraient une étrange sorte de paix. Smith était assis sur une chaise à côté du lit tandis qu'Angela se reposait en face de lui, les bras repliés sous sa tête. Les heures s'étaient transformées en petits matins, et l'épuisement avait fait tomber leur défense. « Y penses-tu parfois » demanda doucement Angela, les yeux toujours clos. Smith se tourna vers elle, surpris. « Penser à quoi ? À quoi la vie aurait pu ressembler si nous n'avions pas volé en éclats, dit-elle. Sa voix n'était pas amère. Elle était pensive, mélancolique. Il hésita, puis hocha la tête. Plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Il regarda Doris. J'imaginais une petite fille, comme elle, même après avoir cru qu'elle était partie. Angela se redressa lentement, se frottant les yeux fatigués. J'ai construit une version de toi dans son esprit. Je lui ai raconté des histoires d'un homme courageux, gentil, fort. Pas parfait, mais qui essayait. Je ne voulais pas qu'elle grandisse en colère. Smith la regarda, bouleversé. Tu lui as dit que j'étais gentil ? Angela eut un léger rire fatigué. Je lui ai dit ce que je voulais que tu sois. Ce que je croyais que tu aurais pu être si la vie ne nous avait pas tous les deux engloutis. Le poids de ces mots s'installa entre eux comme de la poussière au soleil. Je t'aimais tellement que ça me faisait peur, continua-t-elle. Mais aimer quelqu'un ne suffit pas toujours quand il n'est pas pleinement présent. Smith tendit la main, effleurant la sienne de ses doigts. J'ai été un lâche, Angela. Je pensais que construire une carrière signifiait que je construisais un avenir pour nous. Mais j'ai oublié que l'avenir a besoin de gens, pas seulement de plans. Pour la première fois depuis des années, sa main ne se retira pas. Le lendemain au travail, Angela se trouva incapable de se concentrer. Les chiffres nageaient sur son écran, les graphiques se brouillaient, et ses pensées tournaient en boucle autour de la nuit à l'hôpital. Pendant le déjeuner, Betty la rejoignit dans la salle de pause, la dévisageant avec ce regard entendu que seule une amie pouvait offrir. « Tu as ce regard » dit Betty en sirotant son thé. « Celui que les gens ont quand ils sont sur un pont qu'ils ont peur de traverser. » Angela sourit faiblement. « C'est difficile de savoir si c'est le bon pont, ou s'il mène à la même douleur que j'ai laissée derrière moi. » Betty posa sa tasse. « Tu as changé. » Lui aussi. Mais ce qui n'a pas changé, c'est cette petite fille qui vous regarde tous les deux comme si vous aviez décroché la lune. Ne la laisse pas grandir en pensant que l'amour finit toujours en silence. Angela soupira, les yeux embués. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance, avec moi, avec elle. Betty se pencha plus près. Il ne demande pas un pardon instantané, Angela. Il se montre, à l'hôpital, aux réunions, pour les histoires du soir. Tu sais mieux que quiconque à quel point ce genre de constance est rare. Angela hocha lentement la tête. C'est juste que j'ai passé 5 ans à construire des murs. Je ne suis pas sûr de savoir comment ouvrir la porte à nouveau. Betty sourit doucement.
Alors laisse-la être la clé. Tu n'as pas besoin de l'ouvrir en grand. Juste la déverrouiller. L'entrouvrir un peu. Et voir ce qui se passe. Angela baissa les yeux sur ses mains, se souvenant de la façon dont Doris les avait attrapées toutes les deux en même temps. Ses petits doigts les liant sans effort. Elle l'a appelé papa, murmura Angela. Et il a pleuré comme un homme qui ne pensait jamais entendre ce mot. Betty lui serra l'épaule. Alors c'est peut-être ta réponse. Et pour la première fois, Angela ne tressaillit pas à la possibilité de laisser quelqu'un entrer à nouveau dans sa vie. Dimanche matin était doux de soleil et calme de possibilités. Smith attendait devant l'appartement d'Angela, tenant nerveusement un sac de pâtisserie que Doris aimait. Quand la porte s'ouvrit enfin, la petite fille sortit en courant en pyjama, indifférente à la brise fraîche. « Papa » cria-t-elle en lui sautant au cou. C'était la première fois qu'elle le disait spontanément, sans filtre, avec une certitude absolue. Smith tomba à genoux, stupéfait. « Répète » murmura-t-il. Doris rigola. « Papa, tu es là. » Il l'enveloppa de ses bras, enfouissant son visage dans son épaule. Ses yeux piquaient et sa poitrine lui faisaient mal, non pas de tristesse, mais d'un sentiment qu'il avait oublié depuis longtemps, l'appartenance. Angela regardait depuis le seuil, le cœur serré, les mains tremblantes. Elle s'attendait à ce que le mot vienne avec confusion, peut-être de la gêne. Mais Doris l'avait dit avec joie, une joie pure et innocente. Plus tard cet après-midi-là, ils étaient tous les trois assis dans le salon, Smith par terre en train de faire un puzzle avec Doris tandis qu'Angela pliait du linge à proximité. La télévision était éteinte. Une musique douce jouait faiblement d'une enceinte dans le coin. Cela semblait normal. Et pourtant, Smith ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à Angela, cherchant des signes, des murs toujours debout, ou peut-être, enfin, une porte légèrement entr'ouverte. Quand Doris partit jouer dans sa chambre, il parla. « Tu l'as entendu. » Angela hocha la tête, les bras nonchalamment croisés. « Oui. » Ce n'était pas pour de faux, plus maintenant. Ses yeux s'adoucirent. Non, ce n'était pas le cas. Smith se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je ne m'attends pas à ce que cela règle tout. Mais l'entendre dire ça, c'était la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis longtemps. Angela croisa son regard, et cette fois, sa voix n'avait aucune dureté. Elle te laisse entrer, Smith. Et peut-être, j'essaie de me souvenir comment faire ça aussi. Les mots n'étaient pas une promesse, mais ils étaient plus qu'un début. Ils étaient l'espoir, exprimé, fragile, et finalement mutuel. Le lendemain soir, Smith se tenait sur le pas de la porte d'Angela, non pas avec des pâtisseries ou des jouets, mais avec une lettre manuscrite dans sa main tremblante. Il ne demanda pas à entrer. Au lieu de cela, il lui tendit l'enveloppe, les yeux assurés mais solennels. « J'avais besoin de tout dire, mais sans interruption, » murmura-t-il. Angela hésita avant de la prendre, les yeux se plissant de curiosité. Après son départ, elle déplia la lettre à sa table de cuisine. L'écriture était familière, soignée, et légèrement penchée vers la droite. « Angela » commençait-elle. « Je t'ai manqué de plus de façons que je ne peux compter. Non seulement en ratant Doris, mais en ne parvenant pas à être l'homme dont tu avais besoin quand nous étions encore, nous. Je me suis renfermé quand j'aurais dû me rapprocher. J'ai choisi le silence plutôt que la douceur. J'ai choisi le contrôle plutôt que le réconfort. » Elle cligna fort des yeux, se forçant à continuer de lire. « Je sais que je ne mérite pas un pardon du jour au lendemain. Mais je veux gagner ta confiance, non pas avec des fleurs ou de grands discours, mais avec ma présence. En étant là à chaque fois, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Tu n'as jamais été le problème. C'est juste que je ne savais pas comment être la solution. Je le vois maintenant. » Angela posa la lettre, le souffle coupé quelque part entre l'incrédulité et la douleur. Elle se leva et se dirigea vers la chambre de Doris, où l'enfant coloriait sous une douce lumière de lampe. La voix de Smith résonnait dans sa tête. « Je veux faire partie de son avenir. Du tien, si tu me le permets. » Elle regarda sa fille, si pleine d'innocence, et pourtant si sage. Et pour la première fois, son cœur ne repoussa pas ces mots. Plus tard dans la nuit, elle l'appela. « Je l'ai lu, » dit-elle simplement. « Ça a brisé quelque chose. Mais peut-être que ça a brisé quelque chose qui devait tomber. »
À l'autre bout du fil, Smith ferma les yeux et laissa le silence entre eux ressembler à un progrès. 2 jours plus tard, ils étaient assis sur un banc dans un parc, regardant Doris nourrir des miettes de pain au canard. Le ciel au-dessus était doux de nuages, et l'air portait un silence que seul le début du printemps pouvait apporter. Angela regardait droit devant elle, les mains étroitement jointes sur ses genoux. « Tu fais croire que c'est facile, dit-elle. Smith la regarda. Quoi? La paternité. Reconstruire. Comme si tu avais toujours été destiné à le faire. Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Ce n'est pas facile. J'ai peur à chaque seconde de faire quelque chose de mal. Elle hocha lentement la tête. C'est la partie dont on ne peut se défaire. La peur. Et si tu disparaissais à nouveau quand ça deviendra difficile? Et si Doris se met à dépendre de toi et qu'ensuite? Sa voix vacilla. Je ne peux pas lui briser le cœur. Pas comme le mien l'a été. Smith se tourna complètement vers elle, la voix calme mais certaine. Alors laisse-moi porter cette peur avec toi. Ne l'assume pas seule. Angela secoua la tête, les yeux embués. J'ai passé 5 ans à me convaincre que je n'ai besoin de personne. Que c'est plus sûr comme ça. Maintenant tu es là, et elle t'appelle papa, et c'est comme si, je ne savais plus comment respirer sans calculer le risque. Smith prit sa main, doucement, sans forcer. Je ne promets pas la perfection, Angela. Mais je promets l'effort. Je promets la présence. Je promets que lorsque la peur se présentera à ta porte, je ne te laisserai pas y répondre seul. Sa main resta dans la sienne. Elle ne dit pas oui, mais elle ne se retira pas non plus. Et pour eux, c'était monumental. Doris se retourna et fit un signe de la main depuis les temps, son rire résonnant dans l'air. « Venez voir » cria-t-elle. Angela se leva lentement. « Allons-y » et pour la première fois, ils marchèrent vers elle, comme quelque chose ressemblant discrètement à une unité, fragile, hésitante, mais assez entière pour essayer. Plus tard cette semaine-là, sous la teinte dorée d'un soleil couchant, Smith emmena Angela et Doris au jardin botanique. Des fleurs s'épanouissaient dans des pastels doux, et des sentiers sinueux offraient l'illusion de la magie. Ce n'était pas une grande occasion. Il n'y avait ni photographe, ni surprise orchestrée. Juste du calme. Juste eux. Alors qu'ils étaient assis sous un kiosque couvert de vignes pendant que Doris chassait les papillons à proximité, Smith se tourna vers Angela. Sa voix était calme mais résolue. « Je ne vais pas te demander de m'épouser. » Angela haussa un sourcil, souriant à moitié. Intéressante façon d'entamer une conversation. Il gloussa. « Je ne demande pas ta main. Pas encore. Mais je veux te proposer autre chose. Une vie. Une que je gagnerai quotidiennement. Non pas bâtie sur des promesses, mais sur des preuves. » Angela cligna des yeux, le poids de ces mots s'installant sur elle comme de la soie. « Une vie » répéta-t-elle. « Qu'est-ce que cela signifie, exactement ?» Smith prit une inspiration. « Cela signifie que je serai là pour accompagner Doris à l'école quand tu seras en retard. Je serai là quand elle perdra sa première dent, ou aura son premier chagrin d'amour. Cela signifie des courses tardives quand tu oublieras le lait. Cela signifie t'écouter te plaindre du chaos des conseils d'administration, même quand j'aurai eu ma propre journée d'enfer. Aucun diamant ne peut contenir tout ça. Seul l'engagement le peut. » Angela le regarda, la gorge serrée d'émotion. « Et si je ne suis pas prête à dire oui tout de suite ?» demanda-t-elle. Smith sourit doucement. « Alors je continuerai à me montrer jusqu'à ce que tu le sois. » Ce n'est pas un sprint, Angela. C'est notre nouveau départ, selon tes conditions. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis elle appuya sa tête sur son épaule. « Ok, » murmura-t-elle. « Voyons ce que la vie a à dire à ce sujet. » À proximité, Doris tournoyait dans un parterre de tulipes. Enfant inconsciente, elle était le ciment qui recousait lentement 2 cœurs brisés en un seul. Cela commença par un plan simple. Petit déjeuner au café au bord du lac, visite à la librairie, et un arrêt à l'atelier d'art que Doris suppliait d'essayer. Mais ce qui se déroula ce samedi-là parut tout à fait surréaliste. Pour la première fois, ils sortirent tous les 3 ensemble en famille. Il n'y eut pas de salutations précipitées, pas d'hésitation gênante, juste des moments tissés de rire, de regards partagés et de compréhension silencieuse.
Au café, Doris insista pour qu'ils s'assoient côte à côte, se faufilant entre Angela et Smith comme si elle les cousait ensemble avec ses petits bras. « Puis-je avoir de la crème fouettée sur le mien, papa » demanda-t-elle, la voix assurée, s'appropriant le mot sans aucun doute. Smith sourit, essuyant une miette de sa joue. « Tout pour ma fille. » Angela, sirotant son thé en face d'eux, n'intervint pas. Elle regardait simplement, encore incertaine de ce que l'avenir réservait, mais enfin sans peur du présent. Plus tard, à la librairie, Doris courut en avant, tirant des livres des étagères et les tendant à ses deux parents. Angela s'appuya contre un pilier, les bras croisés, mais ses yeux étaient doux alors que Smith lisait à haut voix un livre d'images dans... Quand ils arrivèrent à l'atelier d'art, Doris choisit 3 toiles. « Nous devons tous peindre » déclara-t-elle en distribuant des pinceaux. Angela haussa un sourcil. « Même moi. »« Surtout toi » sourit Doris. Alors que la peinture éclaboussait et que les couleurs se heurtaient, quelque chose d'indicible se forma entre eux, un rythme qui n'avait pas besoin d'être étiqueté, seulement ressenti. Il n'était pas parfait. Il y avait des pauses, des excuses tacites et des bégaiements émotionnels. Mais pour la première fois depuis des années, Angela rit librement. Quand la journée se termina et que Doris s'endormit dans la voiture, sa petite tête reposant contre le bras de Smith, Angela murmura « Tu as été bien avec elle aujourd'hui. » Smith la regarda, les lumières de la ville scintillant dans ses yeux. « J'ai juste suivi son exemple. Et peut-être le tien aussi. » Angela ne répondit pas. Mais elle tendit la main, la posa légèrement sur la sienne, et ne la retira pas. L'appartement était plus petit que leur ancien, mais il était rempli de lumière et de l'odeur des bougies à la lavande. Angela se tenait dans la cuisine, déballant les courses, tandis que Doris dansait pieds nus dans le couloir, traînant une couverture en guise de cape derrière elle. Smith entra avec des plats à emporter et un bouquet de tulipes jaunes, les préférées discrètes d'Angela. « Offrande de trêve. » dit-il en posant les fleurs à côté de l'évier. Sans engagement. Angela eut un sourire narquois, secouant la tête. « Tu as été étrangement sage ces derniers temps. Devrais-je m'inquiéter ?» Il gloussa. Terriblement. La pièce se remplit d'un silence confortable, rompu seulement par le fredonnement de Doris depuis sa chambre. Smith s'appuya contre le comptoir. Cet endroit ressemble à une page blanche. Angela regarda autour d'elle. Ça l'est. C'est à moi. À nous peut-être, éventuellement. Sa voix ne contenait aucune peur cette fois, juste de la clarté. Cette nuit-là, après le dîner et les histoires du soir, Doris sortit en pyjama, un dessin à la main. « Pourrons-nous tous vivre ensemble un jour » demanda-t-elle d'une voix endormie. Angela s'arrêta net, jetant un coup d'œil à Smith. Il croisa son regard, faisant attention à ne pas trop en dire. « Juste assez. »« Qu'en penses-tu, maman » Angela s'accroupit à côté de Doris, écartant une boucle de sa joue. « Peut-être un jour, mon bébé, si nous continuons à y aller pas à pas. » Doris hocha la tête, satisfaite. « Alors je nous dessinerai une maison demain. » Elle retourna dans sa chambre en trottinant, laissant derrière elle une traînée de crayons de couleur et d'espoir. Alors qu'Angela fermait la porte de la chambre, Smith s'approcha lentement d'elle. « Tu n'as pas dit non » murmura-t-il. Elle leva les yeux vers lui, le regard assuré, plus hanté. « Non, je ne l'ai pas fait. » Smith tendit la main, touchant la sienne. « Alors je serai là, chaque jour, jusqu'à ce qu'un jour devienne chez nous. » Angela n'eut pas besoin de répondre. La chaleur dans ses yeux disait tout. Et alors qu'ils se tenaient là, dans le doux silence d'une seconde chance, l'amour n'avait pas besoin de déclaration. Il restait simplement. Voici le verset biblique. « Et je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais confus. » Joël 2, versets 25 à 27. Ce verset parle de la restauration du temps, de l'amour et de la famille. Il reflète comment Dieu peut reconstruire ce qui a été perdu, guérir les cœurs brisés et racheter le temps qui semblait gaspillé. Morale de l'histoire. L'amour ne se prouve pas par la perfection, mais par la présence. Peu importe à quel point le passé peut être brisé, la guérison est possible lorsque nous nous présentons avec humilité, demandons pardon sans y prétendre, et aimons avec constance. L'histoire nous rappelle que les secondes chances ne sont pas accordées, elles se méritent par le courage,
l'honnêteté et la force tranquille d'essayer à nouveau. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.